Quand on n'a pas de problème de son, tout va bien? Je pense que c'est démarré. Super. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance publique de la Commission de l'environnement. Nous sommes le 21 novembre 2024, toujours en direct de l'Hôtel de Ville. Je suis Joanie Belrose, c'est moi qui présiderai la séance et je vais vous faire mon habituel tour de présentation. Alors, je suis accompagnée des membres de la commission élus. Alors, à ma gauche, Madame Catherine Boileau, Monsieur Claude Charon et à ma droite, Monsieur Marc Deneau. Nous aurons aussi d'autres élus qui se joindront à nous plus tard. Du côté de l'administration, nous avons Mme Ingrid Dubuc, la directrice, accompagnée aussi de M. Patrice Charbonneau et Marie-André Charon. Puis du service de l'entretien et entretien des infrastructures, pardon, Mme Nathalie Bourgeois et M. Carlo Cassaro. Nous avons également du service du greffe, Mme Julie Bourgeois. Et nous avons un invité externe aujourd'hui. Alors, c'est Alexandre Demers du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie. Alors, merci tout le monde d'être là ce matin avec nous. Euh, Merci aussi à tous ceux et celles qui suivent les travaux de la commission, que ce soit en participant à distance ou en visionnant par la suite les séances. Merci aux journalistes également qui sont présents et qui assurent de transmettre l'information à la population. C'est déjà notre dernière séance de l'année 2024 et c'est aussi la dernière séance avec notre chère directrice, Mme Ingrid Dubuc. Alors, je voulais prendre le temps de vous remercier pour ces 3 années que nous avons partagées ensemble, pour votre rigueur de travail, votre professionnalisme, votre confiance aussi. J'ai l'impression que nous avons traversé des grands moments ensemble, que ce soit avec le plan nature, la politique de l'arbre, la mise en place des commissions aussi. Hein, ça a demandé beaucoup de souplesse, d'adaptabilité. Donc, merci pour ces 3 années. C'est sûr que vous allez nous manquer. Alors voilà, je ne sais pas si moi j'aurais envie de lui donner une bonne main d'applaudissement pour tout ce temps avec nous. Madame la Ah, présidente, oui, à moi je me trompe, c'est un congé d'un an. On va la revoir éventuellement, là. oui, dans le cadre de ce mandat-ci avec nous. Bien sûr, je précise. Ben, merci beaucoup pour les bons mots et sachez qu'effectivement, j'apprécie travailler avec vous. C'est toujours intellectuellement très stimulant. L'année où je serai absente, vous pourrez sans aucun doute compter sur l'étroite collaboration de mon équipe qui sont des experts à tous les niveaux. Donc, la transition va très bien se faire. Merci. Ça, j'en doute pas. Belle équipe. Très professionnel. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous avons 3 dossiers à l'étude. Nous verrons le bilan final du projet pilote de collecte des matières organiques dans les ICI et certains multilogements. C'est un dossier que nous avons déjà vu auparavant. Le dépôt du bilan de la patrouille verte 2024 et l'analyse de l'interdiction de la vente de glyphosate et la mise à jour de la réglementation sur les pesticides. Donc, c'est des dossiers que nous avons déjà vus dans une autre phase précédemment. La séance est ouverte. Est-ce que l'ordre du jour vous convient? Super. Lecture et dépôt du procès verbal numéro 5 du 10 octobre 2024. Est-ce que vous jugez conforme? J'ai des signes que oui. Excellent. C'est juste dans les sujets qui ont été discutés, on en a quand même pas mal. Mais un des enjeux que j'avais amené, c'était la récupération d'eau de pluie. Parce qu'on avait parlé, on peut-tu avoir un projet innovant, puis ça tombait justement dans les sujets. Moi, je pense qu'il serait intéressant de revenir sur l'année prochaine, là, en 2025, sur l'opportunité de regarder ce sujet à la Oui, c'est commission. quand on parlait de la stratégie chabouquoise de l'eau, en fait. Oui, c'est ça, On mais apportait nos vous avez idées. dit, on peut avoir un projet qu'on pourrait arrimer, tout Oui. ça, là, on pourrait Dans le mettre- fond, on en a discuté, puis on était en mode orientation, voir quelle portée pourrait avoir ce dossier-là. Donc, oui, il va revenir en 2025, assurément. Parfait, merci. Super. Donc, prochain point, adoption du calendrier des séances publiques de la Commission de l'environnement pour l'année 2025. Alors, en 2025, nous aurons 5 séances seulement. Ils se tiendront toujours les deuxièmes ou troisièmes jeudis du mois de 9 h à midi. Alors, les dates sont les suivantes, le 13 février, 20 mars, 17 avril, 22 mai et 12 juin. Est-ce que ça vous convient? Oui, hein, nos agendas ne sont pas encore remplis. Ça s'en vient.
Alors, le prochain dossier, comme je vous l'ai dit, on l'a déjà vu précédemment, c'est celui du projet pilote de collecte de matières organiques dans les ICI et multilogements. Donc, nous avions vu le bilan de la collecte par bac roulant précédemment. Puis là, nous verrons avec l'ajout de la collecte par conteneur, qu'est-ce que ça nous donne. Donc, je cède la parole directement à M. Charbonneau ou à Mme Charon. Oui, votre micro. Bonjour. Merci, Madame Belle-Rose. Donc, effectivement, c'est le bilan du projet pilote de collecte des matières organiques dans les industries, commerces et institutions et dans certains multilogements. On va aussi présenter en deuxième temps dans la présentation les étapes en cours en vue du plan de travail pour éventuellement élargir la collecte à tous les multilogements et certains ICI. Plus précisément, on va commencer avec une mise en contexte au niveau du contexte à Sherbrooke, mais aussi à l'échelle provinciale. On va passer rapidement les grandes étapes de l'histoire des matières organiques à Sherbrooke, une présentation du projet pilote et de ses résultats, qui met aussi l'accent sur les constats qui vont nous aider à développer le plan de travail. Donc, d'abord, quand on a rédigé le plan de gestion des matières résiduelles, le PGMR, on s'est assuré d'être en cohérence avec les orientations provinciales. À ce moment-là, la stratégie de valorisation de la matière organique du gouvernement nous indiquait d'ici 2025 une obligation d'instaurer la gestion de la matière organique sur 100% du territoire municipal et dans les industries, commerces et institutions. Maintenant, dans les derniers mois, on a eu une mise à jour des orientations du ministère. Donc, ce qu'on vous présente ici, la réglementation qui devait découler de la stratégie de valorisation des matières organiques est toujours en développement de leur côté. Les orientations qui demeurent préliminaires ont évolué. Alors, on voit ici pour les ICI, le déploiement des obligations va se faire selon une approche progressive. Donc, 2026-2027 pour les grands générateurs. Et quand on parle des grands générateurs de matière, là, on réfère aux épiceries ou ceux qui ont l'équivalent de plusieurs bacs là, par semaine. Et 2029-2030 pour l'ensemble des ICI. L'approche préconisée, ça va être les ICI qui auront les obligations et ce ne sera pas les municipalités, par exemple. Et pourquoi réglementer particulièrement pour les ICI? C'est parce que c'est un secteur où les tendances présentement présentent un retard pour atteindre les cibles de la stratégie de valorisation. Vous remarquerez que les multilogements ne sont pas dans le tableau. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront pas visés par la voie réglementaire. Le taux d'adhésion des multilogements en général dans les municipalités pour les collectes vont de façon croissante. Puis, il y a aussi un incitatif important pour les municipalités qui est la redevance à l'élimination qui tend à augmenter rapidement. Donc, il n'y a pas d'obligation au niveau municipal, mais il y a quand même un incitatif financier. En résumé, les obligations qui étaient prévues en 2025 sont reportées. Ils se font selon une approche progressive avec un déploiement par phase. Ils vont s'adresser aux ICI qui génèrent les matières organiques et non pas aux multilogements ni aux municipalités. Le rôle de la municipalité là-dedans, il n'y a aucune obligation d'offrir des services, aucune implication qui est attendue non plus pour le contrôle réglementaire, donc ça demeure un rôle volontaire, autant pour l'information, sensibilisation, éducation, que pour le volet réglementaire au niveau municipal. Donc, encore une fois, c'est des orientations préliminaires. Il y a un projet de règlement qui va être éventuellement soumis par le ministère pour consultation au cours de l'année 2025. Si on revient à Sherbrooke plus spécifiquement, on a vu en 2007 l'implantation du bac brun puis l'entrée en vigueur de certaines obligations. Aujourd'hui, on est rendu à une obligation de collecte pour les 5 logements et moins, puis c'est volontaire pour les 6 logements et plus. Et on a un projet pilote en cours auprès des ICI. Le projet pilote comme tel, maintenant, comporte un double objectif. Les ICI n'avaient aucun accès à un service de collecte municipal, ni par bac, ni par conteneur pour les matières organiques. Donc, on voulait leur offrir une alternative. Puis, il n'y avait aucune collecte municipale des matières organiques non plus qui était faite par conteneur, donc ni pour les ICI, ni pour les multilogements. Alors, on voulait essayer une nouvelle façon de collecter les matières organiques dans les multilogements. Le projet s'est fait avec plusieurs partenaires et a aussi eu un financement de Recyc Québec.
Ici, on vous démontre les clientèles qui sont ciblées par le projet, donc on prend le temps de bien les définir. Il y a les ICI, industrie, commerce et institutions, qui génèrent un maximum de un gros conteneur là, de 4 verges cubes par semaine. Ensuite, on a les ICI assimilables et non assimilables. Les ICI assimilables, c'est ceux qu'un seul bac est nécessaire pour la collecte avec une fréquence qui est identique au secteur résidentiel, donc aux semaines l'été et aux 4 semaines l'hiver. Ça nous permet de les intégrer au circuit de collecte actuel au niveau résidentiel. On a en parallèle les ICI qu'on dit non assimilables. C'est les ICI qui génèrent entre 1 et 5 bacs par semaine et ont besoin d'une fréquence différente du résidentiel, c'est-à-dire aux 2 semaines l'hiver. Donc, on ne peut pas simplement les intégrer au circuit existant à la collecte résidentielle. Puis, pour les multilogements, c'est les immeubles de 6 logements et plus, les condos, les résidences pour personnes âgées qui génèrent un conteneur de 2 verges cubes ou 4 verges cubes par semaine. Ensuite, 2 volets au projet. Un premier volet par bac qui a débuté en décembre 2021, qui inclut les ICI, mais aussi les écoles. Bac roulant de 360 litres. Et au niveau du secteur géographique, on a défini une zone précise pour les ICI qu'on dit non assimilables, puisqu'on doit ajouter un circuit de collecte spécifiquement pour eux durant l'hiver à raison de 6 fois. Donc, ça va permettre la collecte à 2 semaines. Et par souci d'efficacité, on a ciblé les pôles économiques du centre-ville et du parc industriel, ainsi que l'axe de Portland qui relie les deux, puis toute la rue King. Pour les ICI assimilables, de leur côté, ça peut être peu importe où sur le territoire parce qu'on les intègre au circuit de collecte régulier. Ensuite, on a la collecte par conteneur, volet 2, qui a débuté en décembre dernier pour quelques ICI et quelques gros multilogements. Et ça se fait sur tout le territoire de Sherbrooke. Au niveau du recrutement et de l'accompagnement, il y a plusieurs moyens de communication qui ont été utilisés. On a créé une identité visuelle, plusieurs outils, pages web sur le site Internet, etc. Il y a aussi un mandat qui a été donné au Conseil régional de l'environnement de l'Estrie pour coordonner le recrutement puis accompagner les ICI. Donc, il y a une grande partie du recrutement qui a été faite de façon individuelle là, par le CRE en début de projet. Au niveau de l'accompagnement aussi, en début de projet, il y a eu une séance d'information pour les participants, une visite à la plateforme de compostage. Puis tout au long du projet, il y a plusieurs ICI multilogements qui ont bénéficié d'un accompagnement personnalisé, soit au moment de l'implantation ou pour du soutien en cours de projet avec des enjeux particuliers. Pour le nombre de participants, on est présentement à 67 ICI qui participent sur un objectif de 100. Ce qui est intéressant, c'est que les ICI continuent de s'ajouter régulièrement. Donc, depuis le dernier bilan qu'on avait fait à l'hiver dernier, il y a 15 ICI qui ont adhéré au projet. Et fait notable, un chantier de construction aussi qui s'est ajouté là, pour le lunch des employés. Parmi les participants, on voit beaucoup d'ICI qui sont assimilables au secteur résidentiel, donc qui génèrent peu de matière. Puis, même les non assimilables, c'est des plus petits générateurs. On a de la difficulté à aller chercher les restaurants pour diverses raisons, soit le manque d'espace pour mettre les bacs, par exemple, dans le centre-ville. Des fois, c'est le manque de main-d'œuvre qui est évoqué, des difficultés logistiques. Certains pensent qu'ils n'ont pas assez de matière pour que ça vale la peine. Et on a eu des difficultés financières aussi à certains endroits, particulièrement au moment de la COVID-19. Le principal du recrutement s'est fait pendant cette période-là, donc ça n'a sûrement pas aidé non plus au niveau du recrutement. Ensuite, pour les écoles, il y a une nouvelle école depuis avril dernier qui s'est ajoutée. Le centre de services scolaires permet aux écoles de s'intégrer progressivement sur demande. Il n'y a pas de déploiement massif là, qui est prévu à l'ensemble des écoles pour l'instant. Puis, ce qu'on voit souvent, c'est que les écoles ne sortent pas nécessairement leur bac. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Les écoles sont inscrites, ont des bacs, mais on ne les collecte pas nécessairement toujours en bordure de rue. Pour les conteneurs, la cible au niveau des multilogements est atteinte. Pour les ICI, c'est la même chose que pour les bacs. C'est plus difficile pour les grands générateurs, donc on a moins un peu d'adhésion. Pour les mêmes raisons, ou encore parce que l'espace dans la cour, c'est difficile, ou la configuration de la cour pour être capable d'y placer un conteneur puis d'assurer la collecte. On a par contre un lieu commun qui n'était pas prévu au projet. C'est dans le parc optimiste à Lennoxville. Ça a été installé après la rentrée scolaire, donc on est encore quand même au début. Présentement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même sous-utilisé, malgré qu'on ait fait du porte-à-porte et des accroche-portes en collaboration avec l'Université Bishop.
Il y a quand même de la contamination aussi par des déchets en vrac qu'on y retrouve ou du recyclage. Comme c'est en vrac déposé séparément, on peut se douter que ça provient des usagers du parc. Donc, ce serait important quand on pense installer des conteneurs comme ça partagés, de veiller à avoir un îlot de tri, donc déchets recyclage aussi sur place, beaucoup de com, puis une bonne densité de population. Pour la quantité de matière collectée, on est un petit peu plus de la moitié de l'objectif qui est atteint. C'est normal qu'on n'atteigne pas tout à fait l'objectif. On a moins d'ICI que planifié, puis on a moins de grands générateurs qu'on aurait pu l'anticiper. Pour la qualité des matières maintenant, au niveau des bacs, il n'y a pas beaucoup de contaminants. Ce qu'on voit le plus souvent comme contaminants, c'est quelques plastiques. Puis, on a fait une caractérisation visuelle des déchets aussi. Ça nous a permis de voir qu'il ne reste pas beaucoup de matière organique dans les déchets, donc on peut présumer qu'elle est pas mal tous dirigée vers le bac brun. Pour les conteneurs, peu de contaminants du côté des ICI, des fois quelques emballages d'aliments. Pour les multilogements, c'est plus inégal. Dans certains cas, il y a beaucoup de contamination à chaque semaine. Dans d'autres, c'est occasionnel ou c'est faible. Puis ce qu'on voit le plus, c'est des sacs de déchets carrément ou encore une fois des plastiques. Puis, dans l'ensemble, ce qu'on voit avec les conteneurs, c'est qu'ils demeurent sous-utilisés par rapport à leur capacité. Les multilogements, c'est entre 10 de remplissage, puis le tiers à peu près. Puis les ICI, ben là, ça peut varier beaucoup d'une semaine à l'autre. Des fois, c'est quand même très plein. Donc, au niveau des principaux constats, on voit que ça prend vraiment une bonne mobilisation. Donc, c'est sûr que dans les éléments clés pour élargir la collecte, on va devoir avoir un plan de communication qui est complet, avec des outils, des moyens ciblés, de l'accompagnement individuel, aussi une approche plus générale. Il va falloir adresser les enjeux, particulièrement pour les restaurants. Puis, au niveau des perceptions aussi, des odeurs, par exemple, des verres, génèrent pas assez de matière, tout ça. C'est des perceptions qu'on a vécues aussi, là, des enjeux qu'on a vécus quand on a implanté les bacs bruns résidentiels. Donc, c'est des changements de comportement. C'est sûr qu'avec des bonnes communications, à ce moment-là, on y parvient. Puis, ça va prendre beaucoup de collaboration avec le milieu aussi, les associations de propriétaires, les gestionnaires immobiliers. Donc, il va falloir aller chercher des alliés comme ça dans le milieu. En parallèle, ça prend une bonne ISée, information, sensibilisation, éducation, pour mobiliser le milieu, oui, pour mettre les bacs et les conteneurs, mais ensuite, ça prend un geste individuel au niveau des locataires, des employés. Donc, il faut vraiment aller à la rencontre des locataires, des employés dans les cuisines, faire des interventions individuelles et sur place, en un à un ou en groupe. Et finalement, ce qu'on réalise, c'est que l'approche volontaire est insuffisante. Donc, Sherbrooke va devoir choisir éventuellement si elle souhaite réglementer, puis à quel niveau placer les obligations. Pardon. Au niveau des principaux constats opérationnels, en fait, ce qu'on s'est rendu compte durant le projet pilote, c'est qu'on va devoir, se pencher pour tenter de trouver des solutions innovantes au niveau de la façon de collecter, que ce soit dans des endroits, par exemple, au centre-ville où il manque d'espace, il y a du vandalisme, ou dans les secteurs un peu plus densément peuplés, là, où il y a beaucoup plus d'immeubles. Donc, on va devoir se pencher sur des alternatives. En ce qui concerne les visites terrain, ben, elles sont indispensables. Pourquoi? Parce qu'on doit, dans un premier temps, venir valider sur le terrain si physiquement il peut y avoir possibilité de mettre un conteneur ou des bacs, mais également pour voir aussi connaître un peu plus la clientèle afin de déterminer quel sera le meilleur contenant pour la récupération. Également, on devra, au niveau de la détermination plus fine des lieux et clientèles desservis par les bacs et conteneurs, c'est un peu ce que je viens de mentionner. Donc, c'est surtout pour venir mieux recommander aux gens le meilleur moyen, parce que parfois, il y a des faibles quantités qui sont générées par cette clientèle. Donc, un conteneur peut ne pas être la meilleure solution pour eux. Quant aux fréquences de collecte, elles correspondent en général aux besoins. Toutefois, il pourrait y avoir des collectes aux 2 semaines en raison justement du fait que les volumes de matière sont très faibles. Également, à certaines périodes de l'année, on pense lors de la collecte des feuilles ou du moins lors de la tonte de gazon, il arrive que parfois les conteneurs sont trop pleins en raison de cette matière. Donc, on devra revoir probablement la réglementation ou l'approche.
Également, au niveau de la fréquence, à l'été, il peut y avoir des nuisances qui sont observées compte tenu de la chaleur, donc les mouches, les petits vers. C'est un peu le même phénomène que l'on a rencontré lorsqu'il y a eu l'implantation des bacs. La population s'est adaptée. Donc, au niveau des conteneurs et des ICI, ça risque d'être un peu la même chose. Cependant, il y a quand même à la ville de Rimouski où ils ont entrepris une option de collecte aux 2 semaines. Ça semble aller très bien. Donc, il faudra voir également de ce côté-là s'il n'y a pas possibilité justement d'allonger la fréquence afin justement de pouvoir collecter plus de matière, mais en même temps réduire les gaz à effet de serre et réduire les coûts de collecte. Également, dans les nuisances, un élément qui a été observé, c'est les guêpes. Donc, les guêpes sont attirées par la matière sucrée à l'intérieur. Donc, il y a beaucoup dans certains conteneurs de la présence de guêpes, ce qui fait que ça nuit un peu à la participation. Donc, il faudra voir par la suite, et ça m'amène au prochain point, les caractéristiques des conteneurs. Donc, est-ce qu'on va devoir regarder au niveau de l'étanchéité de ces derniers, lesquels représentent une meilleure étanchéité pour permettre justement, pour réduire ni plus ni moins la présence de guêpes, aussi la hauteur des conteneurs pour faciliter les gens à venir mettre de grandes quantités à l'intérieur, la présence d'un drain pour faciliter le nettoyage. Donc, ce sont certaines caractéristiques qu'on va devoir se pencher pour venir un peu encadrer le tout, le service. Quant aux coûts, les coûts sont présentés en annexe, mais sommairement, en fait, au niveau de la collecte par bac, la tarification établie se rapproche des coûts réels d'opération, donc sauf pour les ICI assimilables où on devra probablement ajuster la tarification afin de venir couvrir nos frais. Quant aux conteneurs, en fait, eux, les propriétaires devront être responsables de l'achat de leurs conteneurs, évidemment. Puis le nombre de ICI tarifés est actuellement, c'est-à-dire qu'il y a moins de clients par conteneur qui fait en sorte que actuellement, on rencontre pas on comble pas nos coûts. Donc, lorsqu'on va avoir plus de clientèle, on va absorber nos frais généraux en tant que tels. Par la suite, au niveau des éléments que l'on a pu observer à travers le projet pilote, on a besoin d'accroître nos connaissances à divers niveaux pour faciliter l'élargissement de la collecte. Donc, je pense entre autres à peaufiner notre connaissance du territoire, c'est-à-dire faire l'inventaire, ce qu'on est en train de faire de nos bacs, puisque par les années, on a perdu un peu l'historique des bacs qui étaient distribués. Puis également, lors de la fusion de la ville avec Rock Forest, on n'a pas forcément eu toute la base de données en tant que telle. Donc, on a une méconnaissance du volume. C'est ce qu'on est en train de corriger en tant que tel. Et ça va nous permettre justement de pouvoir mieux optimiser nos circuits pour voir la capacité que l'on a actuellement avec nos ressources de pouvoir accueillir ces nouveaux clients, parce qu'on parle d'à peu près 5600 adresses supplémentaires qui devraient s'ajouter à la collecte du compost. Donc, 5600, on parle d'environ minimalement 5600 bacs ou conteneurs. Ça peut être plus, tout dépendamment de l'envergure du ICI, tout ça. Donc, est-ce qu'on a la capacité actuellement avec nos ressources de l'accueillir? C'est ce qu'on doit faire. Et avec l'Université de Sherbrooke, on a un mandat. On leur a donné un mandat pour venir optimiser les circuits afin de voir si on est capable, à l'intérieur de actuellement, de pouvoir aller chercher plus de clientèle et par la suite déterminer les solutions qui devront être mises en place, c'est-à-dire soit acheter de nouveaux camions ou aller en sous-traitance. Mais bref, on a une analyse plus poussée à faire avant de pouvoir déterminer, accueillir toute cette clientèle. En fait, et l'autre élément, ça va être également de suivre l'évolution des résultats des autres villes parce que d'autres villes également sont en train de faire des analyses. Donc, on va pouvoir aller chercher de bonnes informations quant à ce qui concerne la collecte des ICI par conteneur et autres. Il y a également en cours actuellement par une employée ou une ancienne employée de la ville qui est présentement à la maîtrise, Cassandra Fortin, qui effectue une analyse de thèse à la maîtrise au niveau d'une analyse comparative avec Gatineau. Donc, ça va être intéressant de voir également cette ville qui est quand même un peu plus grosse que nous, mais comparable, voir quelle approche ils ont adoptée, puis quelles sont les meilleures pratiques de leur côté.
Au niveau des prochaines étapes, il y a un plan de travail pour la desserte de multilogements et certains ICI qui sera planifié. Pour y arriver, c'est sûr que, comme on vient de le mentionner, là, je résume un peu, il y a les apprentissages du projet pilote qui devront être analysés davantage en profondeur, puis intégrer les informations qui vont continuer à rentrer en cours de projet qui se poursuit jusqu'à la fin de 2025. Il y a une vigie au niveau des orientations gouvernementales, bien sûr, qu'on va continuer à avoir. Il faut poursuivre les analyses internes, donc autant au niveau de la connaissance du territoire, les scénarios pour optimiser les circuits de collecte, nos outils de gestion à ajuster, et les résultats des autres villes là, qui commencent à entrer, à déployer la collecte aussi. Les questions que Sherbrooke devront se poser, on les voit ici là, dans le carré vert. Donc, le niveau de service que Sherbrooke souhaite offrir aux ICI pour les aider à atteindre leurs obligations provinciales, circonscrire la clientèle desservie, les fréquences de collecte, l'offre de services par conteneur. Ensuite, au niveau opérationnel aussi, les limites de l'élargissement du service de collecte existant. Est-ce qu'on offre un nouveau service par conteneur? Le maintien d'une approche volontaire ou l'adoption d'une réglementation et quelles seront les obligations conséquentes? Puis les méthodes pour mobiliser les ICI, puis les multilogements, et puis pour favoriser le bon tri, donc l'ampleur des communications, puis de l'accompagnement qui sera déployé. Alors, c'est des questions qui vont revenir là, avec le dépôt du plan de travail. Alors, au niveau de l'horizon de temps, on est présentement à la présentation du bilan du projet pilote. Il y a les équipes municipales dans différents services qui seront à mobiliser pour arriver à une présentation du plan de travail en T2 2025. Et ici, rapidement, je vous montre l'ensemble des services qui seront mis à contribution. Donc, oui, le Bureau de l'environnement et le service de l'entretien des infrastructures, mais il y a quand même beaucoup de services là, qui gravitent autour qui vont devoir collaborer au plan de travail et ensuite à l'élargissement de la collecte. Donc, ce qui est recommandé, ce sera de mandater le Bureau de l'environnement, le service d'entretien des infrastructures et plusieurs services collaborateurs à travailler sur le plan d'action préliminaire qui sera présenté en T2 2025. Bien, merci beaucoup pour la présentation. C'est une bonne mise à jour qu'on a ce matin, autant du point de vue opérationnel que du point de vue de ça, l'aspect participation, mobilisation. On ressent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. J'ai l'impression qu'on a bien fait de poursuivre le projet pilote jusqu'en 2025 parce que c'est ça, on est loin d'avoir atteint tous nos objectifs. C'est pas mal plus complexe que ce qu'on peut s'imaginer hein, quand on est simple citoyen. Alors, je prendrai les questions, commentaires de mes collègues. Je vois qu'en ligne, nous avons Mme Lefebvre qui s'est joint à nous. Bon matin. Vous pouvez débuter si vous le souhaitez. Ah, vous m'entendez? Oui. Oui, je pensais que vous alliez passer les membres de la commission d'abord, mais Vous êtes je la vais y plus aller. réveillée. Allez-y. Bon, c'est bon. En fait, j'ai cru entendre dans la présentation que les ISE, ce serait dans le rôle volontaire des municipalités. J'ai vu ça dans la diapo, je ne sais plus combien là. Donc j'étais un peu étonnée parce qu'il me semble que ça ne doit pas être volontaire de notre part, ça revient à une obligation. Donc je voulais une petite clarification. Aussi dans les circuits, je vais poser mes questions puis vous me répondrez après, ça vous va? J'ai 3 questions. Aussi dans le plan là, parce qu'on voyait que on va devoir augmenter la fréquence de ramassage en hiver pour les ICI. Mais je vois que dans le circuit, il n'y a pas le CHU. Ça ne va pas jusqu'au CHU. Mais peut-être que la carte n'est pas assez détaillée non plus, là. Mais il me semble que le CHU, c'est quand même un gros générateur de déchets. Parce qu'ils doivent nourrir tous leurs malades tous les jours. Donc, j'imagine que ça doit être quand même une bonne source. Donc, ça, je voulais savoir ce qu'il en était. Et puis aussi, on a parlé rapidement là, des coûts versus les revenus. Qui seront compensés, mais je voulais savoir qui paye. Parce que actuellement, quand ça fonctionne par conteneur, c'est les ICI qui payent des privés pour ramasser. Est-ce que nous, on fera une facturation de la même façon que c'était le privé ou si c'est une compensation gouvernementale? Donc, comment on va aller chercher la compensation de ces coûts d'une manière ou d'une autre? Voilà, ça, c'est mes questions. Merci, Mme Lefebvre. Mme Duveux? Donc, votre première question que je rephrase,
de clarifier la notion de volontaire relatif à l'implantation de la collecte de la matière organique. Monsieur Charbonneau ou Madame Charon, je vous laisse répondre à cette première question-là. Ce qu'on a présenté, là, dans le fond, on présente l'orientation au niveau du gouvernement. Le gouvernement va laisser de façon volontaire les municipalités dans le fond, travailler par rapport aux matières organiques. Donc, il n'y aura pas nécessairement d'obligation dans la réglementation provinciale. Par contre, c'est sûr que si on veut avoir l'atteinte de nos objectifs, mais c'est sûr qu'on va devoir quand même s'impliquer au niveau de la collecte des matières organiques. OK. Votre deuxième question était relative à la desserte du CHU pour tout ce qui est collecte de matières résiduelles. Monsieur Charbonneau, si Mais vous en pouviez hiver, clarifier là, ça aussi. le supplémentaire. Simplement mentionner que le projet pilote visait des ICI qui ne participaient pas déjà à la collecte des matières organiques, donc on intégrait. Et le CHU présentement est desservi par eux-mêmes. Ils ont une collecte de matières organiques. Et également, comme on a expliqué, on a essayé d'optimiser aussi les circuits de collecte, donc d'axer vraiment vers la King, Boulevard Parkland, puis pour essayer d'optimiser, dans le fond, les circuits de collecte, tout pourquoi le territoire là, qui était démontré là, au niveau du projet pilote. Là. OK, donc si je comprends bien, le CHU et tout ce qui dépend de eux ont déjà un système de collecte organique. Donc, ils ne viendraient pas à même notre service. Comme j'explique, dans le cadre du projet pilote, on visait vraiment des ICI pour pouvoir les intégrer, pour pouvoir qui ne faisaient pas la collecte des matières organiques. Donc, ça explique pourquoi le CHU n'a pas été visé. Mais c'est ça, le CHU le fait, mais de manière autonome avec une C'est entreprise ça. privée. Oui, exact. OK, donc ils le font, donc ce n'est pas à même notre service, c'est ça. OK. Exactement. Et J'avais votre bien dernière compris. question, si je l'ai bien noté, c'est au niveau de qui paie quoi dans le projet pilote? C'est bien ça, votre dernière Projet question? pilote et après, en fait, parce que, tu sais, dans quelques années, ça va être obligatoire. Donc, comment c'est prévu tout ça? Donc, après, ce sera bien entendu lorsque les équipes vont revenir en T2 que vous aurez une décision à prendre, mais on pourrait peut-être juste clarifier le maintenant là, pour au moins permettre d'avoir cette réponse-là à court terme. Effectivement, pour le cadre du projet pilote, les commerces et les industries devaient payer, là, dans le fond, pour le service. Donc, soit à la levée, dépendamment si c'était par conteneur ou par bac, mais il y avait des frais qui étaient déboursés par les industries participantes. OK, merci beaucoup. Merci. Prochaine question de M. Charon. Oui, merci. Je regardais dans votre présentation, puis on mentionne souvent les autres villes. Les autres villes sont en analyse. On se compare comment aux autres villes? Est-ce qu'on a une coopération, une relation avec les autres villes en même temps qu'on fait ça? Puis évidemment, ça serait dans le but d'économiser là, nos efforts. Puis est-ce qu'il y a une collaboration? Oui, effectivement, on a beaucoup d'échanges avec les autres villes par rapport à la collecte parce qu'on vit exactement les mêmes constats. Donc, mais chacun a des solutions un peu différentes. Et effectivement, on a des échanges, que ce soit Gatineau ou Rimouski, comme on l'a cité tout à l'heure, ou d'autres villes, qu'on implante, on valide avec eux la façon qu'ils implantent leur collecte pour essayer d'aller chercher les bons coups. C'est ça. Y a-t-il un partage de tâches, comme vous autres occupez du autre, puis nous autres, on va s'occuper d'autres choses? Ou c'est dans le sens, la question, c'est plus économique, là. C'est au point de vue de nos dépenses, nos ressources. S'il y a moyen d'attacher ça de quelque façon. Deuxième question. Le plan de communication qui se prépare, j'imagine, qui me semble très important parce que ça avance à petits pas. C'est un petit peu en relation avec la première question, c'est qu'encore là, y a-t-il une coordination ou parce que les communications semblent être assez importantes. Si je regarde des situations, je regarde un bloc appartement, là, puis faire certain que la communication se fait, puis tout le monde qui opère. Comment vous voyez l'application de la communication? Parce que la patrouille verte qui participe, là, mais autrement, là, avez-vous d'autres solutions? Nos échanges avec les autres municipalités, c'est surtout de ça qu'on discute. Effectivement, la difficulté, c'est que lorsqu'on rentre dans les multilogements, c'est de pouvoir chercher les locataires. Cette année, on a utilisé la patrouille verte pour pouvoir le faire, particulièrement dans
le lieu commun qu'on a mis en place. Donc, on a été tester cette méthodologie-là. Mais on constate qu'il faut vraiment faire un accompagnement beaucoup plus terrain par rapport, que ce soit au niveau des ICI et même les multilogements, on doit être présent sur le terrain pour pouvoir le faire. Donc, c'est probablement une approche comme ça qu'on va préconiser. Puis, il faut dire aussi qu'il y a aussi la campagne nationale de Russes Québec qui va encourager aussi l'utilisation du bac brun. Donc, on va avoir une cohérence aussi dans notre déploiement de la communication avec ce qui se fait au niveau national. OK, merci. Merci beaucoup. Monsieur Deneau, maintenant. Merci, Madame la Présidente. Je pense qu'à la lumière des orientations gouvernementales, c'est quand même très particulier là, quand on regarde son désengagement en lien avec les multilogements. De notre côté, il faut se donner peut-être ce temps-là pour regarder au point de vue stratégique. À la page 10, on parlait de la clientèle visée. Par expérience, je pense que les secteurs peut-être les plus faciles à aller chercher, c'est souvent les coopératives d'habitation, les complexes de grande envergure, de condos ou ces choses-là, parce que pour l'avoir vu dans plusieurs secteurs qu'on a tenté, soit la participation, la délinquance de certains est quand même très particulière. C'est sûr qu'on a mis en place là, des orientations au point de vue municipal, là, que là, il y avait l'obligation, je pense, pour les 6 logements qu'on avait ciblés sur le territoire. C'est les 6 logements, hein? C'est 5 et moins. 5 et moins, oui, effectivement. Mais moi, je pense que c'est 10 et moins. OK. Donc, moi, je pense que justement, d'aller dans 10 et moins, c'est une prochaine étape pour avoir vu aussi ou être propriétaire d'édifices à 8 logements. Je pense que des fois, il y a une mobilisation peut-être plus intéressante dans ces choses, dans ces quantités de propriétaires ou d'occupants. À page 14, les quantités de tonnage, comment ils sont calculées? C'est-tu un approximatif? Parce que c'est quand même très... On a des chiffres très tangibles. C'est quoi une moyenne qu'on fait selon le poids des bacs? Il y a eu différentes méthodologies utilisées pour les ICI assimilables. On a calculé selon le poids moyen qu'on apporte à la plateforme de compost. On a ramené ça à un bac selon au prorata pour le nombre d'ICI. Pour les non assimilables, on s'est basé sur les collectes supplémentaires l'hiver. Donc, on isole vraiment les ICI dans ces collectes-là. Donc, on a pu extrapoler sur la totalité de l'année. Puis pour les collectes par conteneur, on a isolé les ICI lors d'une collecte des multilogements. Donc, on a un poids pour une collecte uniquement. On a extrapolé pour l'année. On parle dans le document de redevance d'environ 2 $. Il me semble que puis c'était supérieur à ça qu'on avait une redevance. C'était pas 30 $ pour les matières de compostage qui étaient détournées anciennement ou quelque chose comme ça qu'on avait? De ce qu'on parle de la redevance, c'est que c'est la redevance sur l'élimination des déchets qui va monter de 2 $. Elle était présente en 2023, elle était de 30 $. Mais elle monte de 2 $ par année de façon statutaire. Donc, effectivement, d'où pourquoi le gouvernement n'ira pas, dans le fond, réglementer au niveau multilogement, parce que les villes auront de toute façon tout intérêt à s'occuper de la matière organique pour éviter de payer cette redevance-là qui va monter. Fait que si on prend un exemple sur les 10 ans, ben la redevance va être à 54 $ la tonne. Donc, OK. Puis l'autre aspect financier qui est très important pour les villes, c'est qu'est-ce qu'on détourne? Ça nous coûte 216 $ la tonne quand on l'envoie à Valoris aussi, là. C'est-à-dire que ça se peut-tu? effectivement, on a tout intérêt à valoriser, à sortir la matière du bac noir ou des conteneurs de déchets, parce qu'on a une économie aussi à faire au niveau de l'enfouissement. Donc, pas juste comme vous avez mentionné, c'est 216 $ la tonne, mais c'est à peu près 100 $ la tonne là, pour la collecte des matières organiques. C'est-à-dire, il y a quand même un gain d'une centaine de dollars la tonne pour la collectivité. Exact. Vous avez parlé des conteneurs, le choix très particulier. On sait, dans le secteur résidentiel, un des enjeux, c'est les animaux. Là. Vous avez parlé d'abeilles, là, mais les rongeurs, les rats, puis tout ça, je pense qu'aussi il va falloir avoir quelque chose qui va répondre à cet enjeu-là, qui est quand même très présent sur le territoire. Et c'est dans
le T2 ou dans le deuxième temps, là, je peux comprendre, c'est que c'est là qu'on va voir l'ensemble des coûts. Moi, je pense que on a on a parlé des gains qu'il peut y avoir, mais ça va prendre des ressources pour opérer les véhicules, les entretenir, l'acquisition. C'est quand même un geste quand même considérable du point de vue financier. Et dans les ICI, moi, je pense, certaines avenues, vous avez parlé des enjeux au point de vue d'emplacement, mais y a-t-il une possibilité de mutualiser, premièrement, les bacs, puis aussi mutualiser les coûts pour réduire les coûts de ceux-ci? Parce que prenez quelqu'un qui a un petit commerce, la facture peut être salée malgré qu'il n'en crée pas beaucoup. Moi, je pense que surtout sur King West, là, il y a beaucoup de. On arrive avec un salon de coiffure, je ne sais pas si les cheveux sont compostables, là. On a parlé tout à l'heure, là. Mais ils sont, OK, bon. Bon, quelqu'un qui a un salon de coiffure, ben là, tu y arrives, ben, tu dis, ben, écoute, au volume qu'elle a, on peut s'associer avec le petit dépanneur du coin, je ne sais pas quoi. Moi, je pense que c'est une avenue pour rendre ça accessible, puis l'acceptabilité aussi au point de vue financier, puis public. Et pour terminer, les matières organiques, on est en plein dedans parce qu'on parle de multilogement, condo et ces choses-là. J'ai reçu des commentaires, puis je pense qu'ils sont judicieux, avec les changements climatiques. On pourrait peut-être regarder notre calendrier pour, entre autres, les feuilles, l'automne, ces choses-là, pour s'assurer que les gens, dans ce temps-ci, là, en fin de semaine dernière, les gens ramassaient encore des feuilles, puis là, dans notre calendrier, entre autres, pour le ramassage de feuilles, tout ça, là, peut-être de revoir pour étaler peut-être certaines actions à court terme pour l'année 2025, peut-être trop tard, au moins pour 2026. Là. Merci. Merci, M. Deneau. Ben, il y a effectivement une analyse en cours par les différents services pour tous les calendriers de collecte. En fait, je reviens sur tout le volet financier. C'est pour ça l'importance, M. Casaro l'a mentionné, aller collecter de l'information préalable, comment optimiser les circuits déjà actuels pour nous permettre peut-être d'améliorer notre service, augmenter la quantité de collecte associée à ça. C'est une étape préalable qui est nécessaire pour faire la bonne analyse. Pour l'adaptation des calendriers de collecte, ben, c'est du travail qui est actuellement par les équipes, puis un dossier qui va vous être présenté là, pour aller chercher l'orientation. Est-ce que c'est quelque chose qui a été demandé par certains commerces quand on a fait la mobilisation d'avoir des conteneurs partagés ou bacs partagés, etc.? Savez-vous? Non? Ben, en fait, quand j'indiquais de mieux connaître la clientèle, c'est un peu ça, là. Donc, des visites de terrain, ça va être de pouvoir stratégiquement optimiser le tout pour la clientèle qui va être très, très regroupée, là. OK. Merci. Oui, M. Demers? Je peux confirmer comme quoi que lorsque c'était possible, dans nos démarches, on a regardé pour pouvoir essayer de mutualiser les commerces qui étaient à proximité les uns des autres ou qui partageaient un même immeuble. Merci. Il n'y avait pas d'autre. Est-ce que. Parfait. Bon, je vais y aller avec mes questions maintenant. Bon, pour les orientations gouvernementales, j'avais un peu de la misère à me situer si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Le changement, en fait, moi, on dirait que je suis comme un peu restée sur mon appétit. Je pensais qu'il allait avoir une imposition avec des nouvelles des nouvelles réglementations. Donc, je comprends qu'on y va vraiment avec l'approche de la carotte, là, incitatif. Pour nous, les municipalités, c'est la redevance. Puis après ça, on regarde si on veut implanter des nouvelles réglementations. En même temps, ce qu'on voit, c'est que l'approche volontaire ne fonctionne pas très bien. Dans le fond, si on veut bien s'assurer de tout capter le tonnage, ben, on doit l'imposer. En tout cas, fait que je suis comme un peu restée sur. J'ai été surprise de la nouvelle orientation. Ça ne change rien sur l'échéancier, par exemple, de dessert pour 2025. Ça se poursuit ainsi. Puis 2029, il y avait un échéancier que vous avez nommé. C'était. En fait, je vais les prendre un par un, puis les collègues vont compléter. Je comprends votre mi-figue, mi-raisin. On doit travailler avec ça. Donc, c'est aussi ce qui nous amène à vouloir vous déposer au T2 25 le plan de match. Donc, un des éléments que vous aurez à déterminer, est-ce que Sherbrooke
vous décidez d'aller avec la réglementation. C'est ce que ça veut dire par l'approche volontaire. Le projet pilote se poursuit jusqu'à la fin de 2025. Donc, pour 2025, on est dans le statu quo. Donc, on maintient ce qui est déjà en train de faire pour permettre justement de valider quelles seront les orientations et la mise en action pour le plein déploiement. Puis peut-être, Mme Charon, M. Charbonneau, repréciser là, c'est quoi le calendrier, puis je peux remettre à l'étape à l'écran là, qui rentre à quel moment. Je le retrouve, puis je vous laisse parler, Mme Charon. Effectivement, c'est 2026-2027 pour les grands générateurs, donc les épiciers ou ceux qui ont plusieurs bacs par semaine, puis 2029-2030 pour l'ensemble des CI. Parfait. Donc, 2025, il n'y a plus. 2025, on attend le projet de règlement pour consultation. D'accord. Super. Ensuite, au niveau de la contamination qu'on voyait au niveau des conteneurs, je me demandais si c'était similaire, parce qu'on a fait des projets pilotes dans le passé par rapport aux immeubles de 5 logements et moins. Puis est-ce que c'était similaire? Est-ce qu'on avait, je ne sais pas si vous avez fait cette information-là du passé, là, mais début 2000, est-ce qu'il a fallu faire beaucoup d'activités d'éducation, avec la patrouille verte, de se présenter dans les immeubles de 5 logements et moins pour que la matière soit de meilleure qualité, finalement? Je vais y aller avec ma mémoire, là. Dans le temps que j'avais des cheveux pour le projet pilote. Donc, effectivement, on voit quand même une amélioration au niveau de la qualité, mais il y a encore présence de contaminants. Donc, on sait qu'on va devoir quand même faire beaucoup d'éducation puis de sensibilisation si on veut améliorer la qualité, surtout au niveau des multilogements. Ouais. Mais c'était similaire avant dans les immeubles là, plus petits. Je vous dirais qu'il y a eu une amélioration quand même. C'est ça. Oui. OK. Oui, M. Demers? Je voulais juste ajouter un point. Il ne faut pas oublier que dans le projet pilote, étant donné que c'est un processus volontaire, on a probablement les meilleurs élèves qui sont avec nous. Oui. Donc, c'est possible qu'il y ait également un biais, puis que dans certains cas, il y aura un portrait qui sera un peu différent. Donc, d'où l'importance d'éducation, de la sensibilisation, puis de l'information auprès de tous les commerces, institutions et industries pour qu'ils adoptent les meilleures pratiques. Donc, je veux juste apporter ça parce que c'est quelque chose que quand on a fait les démarches auprès des commerçants, puis qu'on a été voir dans les bacs, bon, nous aussi, on a été surpris de la qualité qu'on y retrouvait, puis c'est l'explication la plus plausible qu'on avait, c'était qu'on a des bons élèves, ce sont des gens volontaires, ils veulent s'impliquer. Donc maintenant, j'espère qu'il y aura un effet d'émulation, puis que les autres qui vont embarquer par la suite vont garder les mêmes bonnes habitudes. Merci. Pour accélérer? OK. Je voulais aussi savoir, dans le fond, au terme de ce projet pilote-là, est-ce qu'on va être en mesure d'analyser, vous avez parlé de faire l'inventaire, de savoir quel tonnage ça peut représenter si on dessert toute la ville de Sherbrooke, puis est-ce que la capacité de desservir 5600 adresses de plus, qu'est-ce que ça représente en termes d'investissement? Est-ce qu'on va se rendre à avoir un bilan un peu, analyse budgétaire, etc.? Ça fait partie des défis que l'équipe aura à relever, d'où les informations complémentaires qu'on va chercher, l'analyse financière du projet pilote, le croisement de ces données-là qui sont parfois effectivement des extrapolations pour reprendre la notion du tonnage. Mais c'est toutes ces données-là qu'il faut croiser pour être en mesure de vous faire une proposition là, au courant de 2025. Parfait. Puis ma dernière proposition, commentaire, en fait, je me demandais si dans nos tests, pendant le projet pilote, si on ne voulait pas offrir en fait une desserte dans un parc, offrir un bac ou un conteneur dans quelconque parc en ville. C'est quelque chose que la population nous demande énormément. Puis, je comprends la complexité, mais je me dis peut-être l'essayer dans un parc qui est très populaire, ça serait intéressant. Ben oui, on aurait la capacité en 2025 de pouvoir intégrer ce type de collecte-là. C'est sûr que nous, ce qu'on va viser, c'est quand même avoir une mobilisation ou une densité citoyenne qui permette aussi l'utilisation des conteneurs, là. Donc, ce serait un des critères là, qu'on regarderait. Ouais. Parfait. Excellent. Monsieur Deneau, vous aviez une dernière question? C'est peut-être plus, on parle de contraintes, puis aussi les gens qui peut-être n'ont pas l'engouement d'adhérer à ce genre de projet-là. Mais il y a des gens qui sont très collaborateurs, puis dans un secteur donné, la personne a un bac immense, parce que c'est un 100 logements à peu près, là, en stainless.
c'est entreposé dans un endroit peut-être pas refroidi, mais climatisé pour s'assurer qu'il n'y ait pas de senteur, ces choses-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui y croient vraiment, puis ont fait des investissements là, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut saluer ceux qui le font, puis c'est fait par des gens qui ont fait des choix très judicieux. Exact. Commentaire. Alors, ça ferait tour pour le tour pour ce point-là. Si vous n'avez pas d'autres, Monsieur Demers, oui? J'ai peut-être quelques questions et Allez-y. commentaires complémentaires. Tantôt, quand j'entendais parler comme quoi que, par exemple, les conteneurs seront à la charge des propriétaires, je veux juste rappeler comme quoi que dans le cadre du projet pilote, on a regardé pour la partie, évidemment, de la collecte qui était desservie par la ville. Mais il y a de nombreux commerces et industries qui, eux, sont desservis plutôt par des services privés. On n'a pas beaucoup d'emprise sur ceux-là. J'imagine que ça fera partie de la réflexion à savoir est-ce que ce sera municipalisé en quelque sorte, puis que le privé va trouver sa place là-dedans. Mais je pense qu'il y a quand même une stratégie à développer de ce point-là. Ce qui veut dire que plutôt que d'acheter des conteneurs, dans certains cas, ce sera peut-être davantage des locations. Puis pour les propriétaires, je pense que c'est important aussi de bien comprendre comme quoi que quand on a une offre globale de gestion des matières résiduelles, on est capable de pouvoir départager les déchets, vraiment le résidu ultime, la matière organique, tout ce qui est collecte sélective. Donc, pour une entreprise, même certaines vont y aller avec des spécialisations, le papier, le carton, le métal. Ça peut leur permettre d'économiser sur leurs frais de gestion. Alors, je pense qu'il va falloir attraper quelque part à travers tout ça les entreprises lorsqu'elles sont rendues à renouveler certaines ententes aussi pour être capable d'aller les chercher puis qu'elles puissent faire une transition et non pas que ça se retrouve pendant une certaine période avec des coûts supplémentaires. Il y a cet aspect-là là, à ne pas négliger dans la démarche. Là, juste pour être certain que j'ai bien compris, je comprends comme quoi que le PGMR de Sherbrooke et probablement que d'autres PGMR de la région d'Estrie, qui avait pour cible 2025 pour la desserte de la collecte de la matière organique, va changer. Ils vont se calquer également sur les nouvelles orientations du gouvernement du Québec. C'est bien ça? Je ne peux pas parler pour les autres municipalités, Alexandre. Et je vous dirais que nous, on va effectivement être en cohérence avec ce que le provincial va faire, mais on va quand même présenter un plan de travail T2 et proposer une démarche qui va être probablement plus de notre réalité cherbrouquoise, là, où qu'on veut aller, comment qu'on veut aussi atteindre notre objectif de notre orientation. Donc, absolument. Merci. Oui, dernière intervention, Mme Laroche? Vraiment brièvement parce que Monsieur Demers m'inspire. Non, mais je trouve ça intéressant. Je pense qu'il faut vraiment se pencher sur la question de la municipalisation de ce gisement-là. Parce que pour moi, tant qu'on n'arrivera pas à ça, on va avoir beaucoup de difficultés à contrôler des plus grands générateurs aussi. Puis, tu sais, là, je comprends. Moi aussi, je suis passablement déçue quand même que le gouvernement baisse ses exigences. En tout cas, le prenne autrement parce que ça remet encore une fois un peu dans notre cours de prendre nos décisions. J'espère qu'on sera davantage proactif que ce qu'eux vont nous exiger parce que moi, je l'entends quotidiennement, là, les citoyens en multilogement qui ont hâte de pouvoir contribuer aussi. Puis je comprends que c'est des gros défis, puis malheureusement, le gouvernement ne nous supporte pas nécessairement dans ce que ça implique aussi comme coût à instaurer pour la municipalité, mais j'espère qu'on arrivera quand même à donner un signal assez ferme à nos industries, à nos citoyens, à nos institutions, qu'on veut emboîter le pas, puis peut-être aller plus vite que ce que nous demande le gouvernement du Québec maintenant. Madame Laroche. Je trouve aussi qu'en termes de réduction à la source, la collecte de matières organiques, ça me semble le plus facile. Ça prend beaucoup de mobilisation des acteurs. Il faut adapter nos capacités aussi, mais ça me semble quand même l'action la plus probante, là, qui a meilleur impact. Donc, voilà, ça ferait le tour pour ce point-là. Nous serions rendus. Oui, madame. Excusez, il y a une recommandation à faire au conseil municipal. Vous avez eu un projet de recommandation. Toutefois, puisque ça va au conseil municipal, j'ai parlé avec Mme Dubuc pour la spécifier un peu plus. En fait, là, présentement, la recommandation est de mandater le Bureau de l'environnement, le service de l'entretien des infrastructures et plusieurs services collaborateurs à travailler sur le plan d'action préliminaire à être présenté en 2025. En fait, moi, je vous proposerais d'ajouter
que le plan d'action préliminaire est pour élargir la desserte de la collecte de matières organiques dans les multilogements et certains ICI, pour que ça soit plus clair là, pour le conseil municipal. Ça me convient? Ça vous convient aussi? Parfait. J'avais peut-être une petite question. Comme tantôt, là, les autres municipalités, est-ce qu'ils sont rendus au plan d'action, eux autres, ou savez-vous? Oui, il y a certaines municipalités qui sont en plein implantées là, par rapport au multilogement et déjà implantées par rapport au ICI aussi. Ça serait peut-être intéressant de voir ce qui Tout à fait. où sont rendus. Merci. On regarde ce qui se fait ailleurs pour améliorer nos pratiques, c'est certain. Ça serait le fun de le voir ici. Là. Ça fait effectivement partie de l'étape qui vous sera présentée quand on va arriver avec le plan d'action en T2. Super. Donc, prochain point, on serait rendu à la reddition de compte, dépôt du bilan de la patrouille verte 2024. Donc, pour ce point, ben, je vais vous inviter à prendre place, mesdames Pelchat et Perron. Il va y avoir un petit changement de chaise. Et merci beaucoup, M. Charbonneau, Mme Charon et Mme Bourgeois pour votre présence. Et M. Cassaro, bien sûr. Et M. Demers. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Alors, quand vous êtes prêtes, mesdames. Oui, merci. Bon, effectivement, on vient vous présenter le bilan de la patrouille verte. D'abord, je vais laisser déposer, préparer les diapos. Parfait. Donc, on peut commencer avec l'équipe de la patrouille. Donc, on ne pourrait pas parler de l'équipe sans passer sous silence le travail qui est fait par ma collègue Nathalie Perron. C'est un travail colossal qui est fait annuellement et puis depuis plus de 20 ans pour superviser la patrouille verte. Elle s'occupe de l'embauche de nos étudiants, leur formation, puis aussi elle prépare tout le contenu qui est pour l'ensemble de nos outils de sensibilisation. La cohorte 2024, elle était composée d'une coordonnatrice à la maîtrise en environnement qui avait une formation au niveau du bac en génie biotechnologique et de 6 étudiants et étudiantes de niveau collégial ou universitaire au niveau de toutes sortes de formations, de programmes différents, droit, organisation d'événements, éducation, ergothérapie, orientation scolaire, environnement. Pour la suite, je vais laisser Nathalie poursuivre pour les principaux mandats et aussi dresser le bilan 2024. Merci. Donc, les rôles de la patrouille, en fait, de plus en plus sont axés vers la réglementation, que ce soit pour l'application ou pour aussi expliquer la réglementation environnementale, mais on accompagne tout ça toujours avec de la sensibilisation des gens aux bonnes pratiques. Et ce qui s'ajoute aussi, qui se rajoute au fil des ans, c'est des projets, des actions environnementales. On vient appuyer nos collègues des différents services et ainsi que nos propres projets là, au Bureau de l'environnement. Les modes d'intervention, c'est toujours les mêmes. C'est de la patrouille dans les rues en véhicule électrique, du porte-à-porte, des animations auprès de différentes clientèles. Et on fait aussi des sensibilisations ciblées quand on voit une problématique dans un quartier particulier en distribuant des accroche-portes thématiques. Les mandats de la patrouille, c'est nos 3 gros piliers, l'eau potable, matières résiduelles, pesticides. C'est toujours ça.
Mais c'est aussi un ensemble de petits et de gros projets qui se sont ajoutés depuis 2003. Puis cette diapo-là vient vraiment vous présenter la diversité des projets qu'on vient présenter. Souvent, c'est en collaboration avec des services comme, je pense à la distribution des bulles de tulipes qu'on a fait avec la division des parcs et espaces verts, mais aussi à la demande de collègues, comme le cas de la sensibilisation des feux de bois extérieurs qu'on a fait à la demande du service de la protection contre les incendies. Dans un cas comme ça, on venait expliquer qu'est-ce qu'ils pouvaient brûler dans leur foyer, c'était quoi les normes de localisation, puis on l'apportait vraiment dans une perspective de qualité de l'air. La prochaine diapo, c'est vraiment pour répondre à des questions on a eues par le passé. On nous demandait souvent, est-ce que la patrouille pourrait travailler plus longtemps au niveau de l'été? Puis on dit, ah non, c'est compliqué. En fait, la diapo, elle a pour vraiment vous expliquer un peu pourquoi on est coincé dans le temps. Je vous donne les dates vraiment de 2024. Nous, notre coordonnatrice est arrivée le 30 avril. Donc, elle venait tout juste de terminer là, sa session. Elle a 3 semaines à peine pour vraiment s'approprier les mandats, les réglementations, le fonctionnement de la ville, le fonctionnement de la patrouille elle-même. Avant l'arrivée de la patrouille qui était le 21 mai, c'est toujours le lendemain de la fête des Patriotes. Ça nous laisse 2 semaines pour faire de la formation. C'est de la formation classique, mais on va aussi faire des visites thématiques. On va aller voir l'éco-centre, le centre de tri. On fait aussi des ateliers sur le terrain. On va essayer des choses, pratiquer, les accompagner aussi. Ce qui fait qu'à partir du 3 juin, là, vraiment, on est en mesure de commencer avec notre rythme de croisière. Ensuite, bien, on a nos mandats importants, donc l'eau potable, matière résiduelle qu'on va travailler pendant les 10 semaines. Pesticides aussi, mais on va l'approcher de différentes façons. La première partie, on va travailler vraiment avec les affichettes parce que c'est là que se font les applications. Alors qu'ensuite, là, on va parler plus d'avis préalables, on va parler de verre blanc, on va parler de méthodes préventives, tout ça, de méthodes aussi alternatives parce que c'est la bonne période aussi pour en parler. Ce qui nous laisse, en parallèle, ben, tout ça, on a tout plein de petits projets qui se rajoutent. Donc, autour du 1er juillet, on va toujours faire de la sensibilisation au niveau des encombrants. Cette année, à la mi-juillet, on est allé visiter des commerces pour parler de sacs d'emplettes à usage unique, l'interdiction des sacs d'emplettes à usage unique. Puis, on a travaillé aussi avec nos collègues des matières résiduelles pour le projet pilote des matières organiques en multilogement vers la fin de l'été. Il nous laisse 1 semaine, en fait, pour faire les bilans, fermer le local, tout ça. Puis cette année, on a terminé le 9 août, ce qui laisse 2 semaines, là, finalement, avant le début de la session universitaire. Pour ce qui est du cégep, quand on a des étudiants du cégep, souvent, ils commencent la semaine d'ensuite. Ça explique un peu comment on travaille avec notre patrouille. Ensuite, les résultats de nos différents mandats, en commençant avec l'eau potable, c'est la réglementation sur l'utilisation extérieure de pesticides, mais ce n'est pas seulement l'arrosage de pelouse, c'est le lavage des entrées d'automobiles, le lavage des véhicules, l'écoulement en continu, le remplissage de piscines. Il y a une foule de choses qu'on vient vérifier avec la patrouille. On a fait de la sensibilisation aussi en amont, au début de la saison, en distribuant des accroche-portes dans des secteurs problématiques qu'on n'avait pas encore visités en 2023. Fait qu'on a distribué 1500 accroche-portes. Puis, on a rédigé 28 rapports d'infraction au courant de l'été. Pour ce qui est des matières résiduelles, on a toujours notre activité favorite qui est l'évaluation du contenu des bacs roulants parce que c'est ce qui les gens apprécient le plus. Donc, on a fait 2500 adresses, donc fois 3 bacs, 270 personnes qui ont été rencontrées dans toutes sortes d'animations. Ensuite, on a visité 230 commerces pour le bannissement des sacs à usage unique. Puis, on a rencontré ou distribué de l'information à 660 logements du projet pilote des matières organiques. Ce n'était pas l'ensemble. Il y a 2 immeubles où on n'avait pas encore d'entente. C'était trop à la dernière minute, là. Pour ce qui est des pesticides, ça, c'est un mandat qu'on voulait vous présenter un peu plus en détail, compte tenu qu'on avait fait des modifications à la réglementation en 2023. Le rôle de la patrouille pour ce qui est des pesticides en général, c'est vraiment vérifier la réglementation sur les pesticides, mais c'est aussi de sensibiliser puis informer les gens sur quoi faire pour avoir une pelouse en santé, comment on peut éviter d'utiliser des pesticides, qu'est-ce qu'on peut faire comme méthode préventive, les méthodes alternatives, etc. Au courant de l'été, on a fait 600 interventions.
Les modifications de la réglementation municipale dont je parlais là, tout à l'heure, ça consistait dans le fond à exiger que les propriétaires aient utilisé des méthodes alternatives sans succès, donc ça n'ait pas fonctionné, que ça a été essayé l'année précédente, pour qu'ils puissent se prévaloir en 2024 d'une exception qui leur permet, dans le fond, de traiter avec des pesticides, on parle vraiment d'infestation de vers blancs. Quand on parle de méthodes alternatives pour les vers blancs, ben, c'est des nématodes. Des nématodes, c'est des vers microscopiques qui vont venir parasiter le gros ver blanc puis le faire mourir. Le BTG, c'est une bactérie, le Bacillus thuringiensis. Excusez mon latin. Mais ça vient, c'est quand c'est consommé par les vers blancs, ça les fait mourir. Ensuite, ben, on voit quand même que notre modification à la réglementation a un impact. Si on compare à 2023, on avait 768 terrains qui avaient été traités avec des pesticides contre les vers blancs, alors qu'en 2024, on est à 337, donc une diminution quand même de plus de la moitié. Mais bon, la patrouille a vraiment visité les 337 terrains. La moitié était présent, là, donc la moitié des gens avec qui ont pu vraiment discuter. Puis ce qu'on voit, c'est que la réglementation est encore mal connue, puis évidemment pas respectée puisqu'il est involontairement. Puis si on va dans les résultats, 48 des propriétaires qui ont été contactés ils avaient obtenu un traitement, mais sans avoir de dommages connus. Fait que ça ne veut pas dire qu'ils ne l'avaient pas, mais ils ne sont pas allés le vérifier eux-mêmes, en tout cas. Puis 81 des propriétaires ne savaient pas si une méthode alternative avait été utilisée non plus l'année précédente par leur entrepreneur. Évidemment, ben, il n'y avait pas de preuves à nous montrer non plus de ces méthodes alternatives-là. Ça nous porte à questionner sur qu'est-ce qu'on fait comme information pour faire connaître la réglementation. Puis, bon, en fait, je vous rappelle que dans 2023, ben, on avait fait cette même démarche-là de rencontrer les gens qui avaient demandé un traitement de pesticides pour les vers blancs. Sur les 333, là, tous les 300 quelques traitements de 2024, il y en a une centaine qui avaient aussi été traités en 2023. Donc, ces gens-là avaient eu la visite ou avaient reçu un carton de la patrouille verte pour leur expliquer la réglementation. Il y a aussi notre site web où toute l'information a été expliquée. Puis, on a fait des publications sur les réseaux sociaux au mois d'août. C'est la période vraiment où c'est le temps d'aller chercher des méthodes alternatives là, pour comme les vers blancs puis le BTG. On a aussi travaillé avec les applicateurs commerciaux en amont. Donc, en novembre 2023, on les a tous rencontrés, expliqué la réglementation, répondre à leurs questions. On a rencontré aussi les exterminateurs, mais plus tard, en mars 2024. Maintenant, ce qu'on se propose de faire comme suivi, compte tenu de cette situation-là cet automne, c'est qu'on veut transmettre des avis de non-conformité aux propriétaires fautifs qui ont traité en 2024 puis qui, de toute évidence, ne respectaient pas la réglementation. Et on voudrait aussi émettre un communiqué pour faire le bilan un peu de la situation puis rappeler la réglementation là, aux citoyens. Ce qu'on voudrait faire ensuite, en 2025, c'est aussi de poursuivre avec un avis de non-conformité en rappelant, mais en mentionnant cette fois-ci que leur dossier va être transmis au service des affaires juridiques, puis qu'ils pourraient avoir la possibilité de recevoir un constat d'infraction. Les amendes potentielles, c'est de 210 à 1 000 $ pour une personne physique et une amende de 2 000 $ pour une personne morale. Ces amendes-là, on les mentionne c'est à la fois dans tous les cartons qu'on a distribués jusqu'à maintenant, puis toutes les communications qu'on a faites. Donc, les gens sont au courant. Voilà. Ça clôt le bilan. Merci beaucoup pour la présentation. C'est un super beau travail. Hein. Moi, j'aime beaucoup le travail de nos patrouilles qui est dans. C'est une approche tellement gagnant-gagnant, le fait de pouvoir avoir cette équipe-là qui bénéficie à tous nos services. Puis du côté des étudiants, ben, c'est aussi un beau terrain d'apprentissage, donc une belle expérience de travail pour l'été. Moi, j'étais de celles qui voulaient prolonger leur mandat, là, puis je pense que je l'ai dit plusieurs fois là, dans le passé. Puis je me disais, mais tu sais, je comprends le calendrier scolaire, etc. Mais je me disais des fois par petit contrat de formation pour un atelier, ponctuellement, là, je me disais comme ils ont reçu cette formation-là, puis ils ont déjà travaillé le terrain, ça serait intéressant de poursuivre, mais je comprends tout à fait là, les implications scolaires. Donc voilà, on serait rendu à la période de questions, commentaires.
En avez-vous? Sinon, je vais me lancer. Madame Boileau, peut-être, Monsieur Deneau? Merci beaucoup. C'est sûr que oui, le rôle de la patrouille est très important, puis le territoire est très grand d'intervention. On prend juste le 1er juillet, là, si on ferait le tour de l'ensemble de nos bacs qui sont contaminés, puis faire l'éducation, je pense qu'on passerait beaucoup de temps à rencontrer des gens. Euh, En lien avec les pesticides et aussi les traitements pour les vers blancs, là, y a-t-il une façon, parce que de qu'est-ce qu'on peut comprendre dans les commentaires, c'est que les fournisseurs de services, ils le font de façon pas subjective, quasiment sur la facture déjà d'avance, là. Puis, de dire d'avoir le droit de pratiquer leur travail sur le territoire de Sherbrooke, c'est un privilège. De quelle façon qu'on peut s'assurer que, je pense, la source principale vient d'eux, c'est eux autres qui l'appliquent. Aussi des gens qui le demandent et qui n'ont pas besoin, mais comment de gens qui reçoivent le service puis qui ne savaient pas que ça a été un service qui a été offert en mettant une certaine pression en disant t'es mieux de le faire parce que tu vas avoir des problèmes. Moi, je pense que je ne sais pas si on peut régir ou euh, mettre certaines règles qui font en sorte qu'ils ont un avertissement ou quelques avertissements, puis sinon, leur droit de pratiquer sur le territoire ne sera plus là parce qu'on est en train de prescrire un médicament à quelqu'un qui n'a pas besoin, là. C'est un petit peu ça, là. Je ne sais pas de quelle façon on peut intervenir, mais la base du problème est vraiment là, là. En fait, votre commentaire est très pertinent. C'est aussi pour ça qu'à plusieurs occasions, il y a eu des rencontres qui ont été faites avec les entrepreneurs. Les entrepreneurs, pour agir sur le territoire, reçoivent un permis pour avoir le droit justement d'être un applicateur. Donc, c'est peut-être là-dessus qu'on a un certain levier pour compléter là, ce que vous dites. Je ne sais pas, Mme Péchat, s'il y a un complément que vous souhaitez donner à ça. Bien, c'est la sensibilisation, c'est de les former à notre réglementation. C'est ce qu'on fait depuis plusieurs années. Puis, en donnant des constats d'infraction aussi aux propriétaires, ben ça a un impact aussi sur l'entrepreneur. Ils n'apprécient pas tellement que tu sais, il y a un enjeu entre le propriétaire et le contrat qui est donné, ce qui fait que ça peut être là aussi qu'il y a un travail qui peut se faire. Là, je m'excuse, c'est peut-être pas super cohérent, comment je l'ai dit, là. Moi, je pense, excusez Madame la Présidente, mais on prend un permis de conduire, tu as un nombre de points sur ton permis, là. Moi, je pense qu'on devrait y avoir un tableau cumulatif, puis à partir du moment, mais tu as eu plusieurs chances, parce que vous dites, vous avez fait plusieurs saisons de la sensibilisation. C'est de ne pas dire qu'on va t'enlever ton droit tout de suite, là. Mais écoute, c'est mieux fonctionner selon les règles puis des applications que tout un genre de prescription qu'ils font pour leurs clients, là, soit justifié, là, parce qu'à partir de ce moment-là, je pense qu'on a été bons joueurs, puis les gens veulent se conformer, puis on dit aux gens, ben, l'application des professionnels, c'est conforme à notre règlement. Mais cet aspect-là, il y a une zone grise quand même significative. Si je peux juste apporter une précision, c'est que ça ne veut pas nécessairement dire que si les gens ne connaissaient pas la réglementation, qu'elle n'a pas été nécessairement respectée par l'entrepreneur. Certains entrepreneurs ont quand même fait le traitement avec du BTG comme il fallait l'année d'avant. Mais souvent, le citoyen n'est pas au courant. Puis dans le cas de l'infestation, ben, c'est très aussi subjectif, là. Il y a des gens pour qui une infestation, c'est un mètre par un mètre. Pour d'autres, une infestation, ça va être toute la devanture, là. Mais je veux juste préciser que dans le fond, ça ne veut pas dire que dans tous les cas, 100% des cas, il n'y avait pas de respect de la réglementation. Mais on peut douter dans certains cas. Mais je serais aussi d'avis que, tu sais, pendant notre tournée en 2025, auprès des applicateurs, de leur mentionner que c'est quelque chose qui, tu sais, on pourrait en venir à ça, à retirer un permis. Puis, tu sais, surtout considérant que quand on regarde les chiffres, 80% des propriétaires qui ne savent pas qu'il y a des, tu sais, il faut que l'information des applicateurs se rende aussi à leurs clients, finalement. Tu sais, je pense que pour eux, ils ont le devoir d'informer leurs clients. Fait que, tu sais, comme ça, ben, pour nous, on s'assure d'une cohérence dans l'application de cette norme-là. Est-ce que ça faisait le tour, M. Deneau? Parfait. Madame Boileau, aviez-vous une question?
En fait, c'est une question, mais on ne peut pas. Ça a été à moitié répondu. En fait, euh, c'est parce que, en fait, quand il y a une vente d'une propriété, tu sais, on a peut-être averti le propriétaire d'avant, mais il n'y a pas de suivi, mettons, avec le nouveau propriétaire ou quelqu'un qui viendrait de l'extérieur, donc qui ne connaît pas la réglementation. Il y a comme ce lien-là aussi à faire, mais en fait, je pense qu'on a comme pas de moyens, pas de prise. En tout cas, j'ai comme toujours cette question-là que je lance dans l'univers. Je ne sais pas comment on pourrait faire pour s'assurer que. Est-ce que c'est une trousse de bienvenue avec la réglementation? Bienvenue à Sherbrooke, tu sais. Non, je sais pas, mais c'est quelqu'un qui arrive à Sherbrooke puis qui connaît pas nécessairement la réglementation, puis que là, il se retrouve avec une facture. Ben, on a averti le propriétaire d'avant, c'était à lui à vous prévenir, puis ça, il y a cet aspect-là aussi, là. Fait que je sais pas comment on pourrait faire pour. Ouais. Je pense qu'il va falloir y réfléchir. Comment mieux informer. Parfait. J'avais quelques questions aussi. Je me demandais, là, puis c'est peut-être très précis, je ne sais pas si vous avez l'information, mais quand on voit les autres projets depuis 2003, je me demandais quelle intervention avait été faite par la patrouille concernant les feux extérieurs, si c'était une situation donnée ou... Oui, c'était un quartier problématique où il y avait beaucoup de plaintes. Les citoyens dans le secteur se plaignaient de fumée, de foyers, puis il y en avait beaucoup, puis probablement que les gens brûlaient des objets ou en tout cas des choses qui n'étaient pas nécessairement, qui n'étaient pas juste du bois, là. Donc, il y avait cet aspect-là. Puis c'était vraiment en lien avec, il y avait beaucoup eu des plaintes dans ce quartier-là. OK. Fait qu'il y a une certaine flexibilité dans l'intervention que les patrouilleurs peuvent faire si on a une situation problématique. En 2003, ben, je ne sais pas si c'était en 2003, je ne sais pas c'était en quelle année, mais ça l'a amélioré cette situation-là dans un voisinage donné. Super. Concernant les sacs plastiques, ça fait quand même plusieurs années qu'on fait des interventions. Je me demandais, est-ce qu'il y a encore des commerçants qui disent qu'ils sont en train d'écouler leur stock ou là, c'est fini? Ben, en fait, ça avait super bien été. On avait une bonne. Il y avait quelques cas qui respectaient pas la réglementation. Mais j'ai pas les détails, là, mais c'était loin d'être problématique, là. On avait fait aussi le topo de ça la dernière commission, usage plastique à usage unique. Donc, effectivement, c'était minime là, ce qui restait comme récidiviste, je vais le dire comme ça. Mais même là, c'est fort comme mot. Puis, dernière chose, non, deux dernières choses. J'étais surprise, les 660 interventions faites pour le lien avec le projet pilote de matière organique qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'interventions dans les multilogements. Est-ce qu'on pense y retourner l'année prochaine dans ces multilogements-là pour voir s'il y a une amélioration de la qualité suite à nos interventions? Je sais qu'il y a aussi beaucoup de roulements dans les multilogements. Des fois, c'est à refaire finalement auprès de nos multilogements participants. Fait que est-ce que c'est quelque chose qu'on veut refaire à l'année 2025? On utilise vraiment notre patrouille verte pour les dossiers qui sont les plus importants de faire de l'idée. Donc, si en 2025, c'est la matière organique qui est ciblée, à ce moment-là, la patrouille verte va être mise à contribution. Parfait. Dernière question, c'était par rapport aux méthodes alternatives de gestion des feuilles mortes, là. Je me demandais si c'est quelque chose qu'on pourrait aussi ajouter comme sensibilisation, tu sais, le fait de pouvoir tourner des feuilles, les gérer autrement. Euh, je veux dire, oui, et la feuille morte, sa saison étant à l'extérieur de la saison de la patrouille, c'est plus complexe, mais je prends en note de votre question. Il y a peut-être une façon quand même, dans le cadre des visites, des audits de bac, de profiter de ces opportunités-là pour en donner cette information-là. Sinon, tu sais, des fois, réserver une petite partie dans l'accroche-porte, Oui, parler des feuilles. oui, on a ça. En fait, quand on fait les audits de bac, on a un accroche-porte sur l'herbier recyclage et il y a une section sur le feuillis recyclage, on appelle. Puis on en profite, dans le fond, pendant l'été pour passer un peu d'informations. OK, fait que c'est déjà fait. C'est déjà fait via l'accroche-porte, oui. Parfait. Excellent. Fait que ça fait le tour de ce dossier-là. Super. Prochain point. Oui, la recommandation, c'est le dépôt du bilan de la patrouille verte. Je suis désolée. Merci de me ramener à l'ordre. Ça vous convient, chers membres, de déposer le bilan comme à tous les ans? Super. Alors, dernier point. Stratégie Cherbouquoise de l'eau, analyse de l'interdiction de la vente de glyphosate et mise à jour de la réglementation sur les pesticides.
Alors, pour ce point, c'est super. On s'installe. Je peux peut-être nommer que, dans le fond, ce dossier fait suite aux travaux qu'on avait eus en commission en novembre 2022. J'étais allée réviser mes notes. Puis, dans le fond, dans un premier temps, en 2022, on avait plusieurs modifications réglementaires pour s'accorder être conforme, finalement, au Code de gestion des pesticides. Donc, on avait dit à ce moment-là que c'était notre première phase de modification réglementaire. Puis, on avait aussi collecté tous les commentaires des membres pour quelles pourraient être les prochaines étapes. Donc, l'interdiction de vente de glyphosate avait été nommée. Puis, on trouvait que c'était tout à fait logique, comme on interdit l'application, d'interdire la vente. Il y a quelque chose de très cohérent avec les décisions précédentes. Donc, maintenant que vous êtes installés, je vous laisse la parole. Parfait. Tu peux changer les diapos. Vous introduisez super bien, Madame la Présidente. Si on revient un peu dans le contexte aussi, il faut se rappeler que notre réglementation sur l'utilisation extérieure des pesticides date de 2004. Elle a subi au fil des années plusieurs modifications pour des interdictions de pesticides. Et comme vous avez dit, en novembre 2022, on est venu présenter une mise à jour complète de notre réglementation. On a profité de la migration de ce règlement-là, du règlement 1 vers le règlement 1300 pour faire cette modification-là qu'on proposait. Puis vous l'avez mentionné, vous nous avez demandé d'étudier la possibilité d'interdire la vente des glyphosates. À peu près dans les mêmes périodes, en décembre 2022, avec la COP 15, la Ville s'est engagé à signer l'engagement de Montréal sur la biodiversité. Cet engagement-là, ça contient 15 actions, dont une qui vise à réduire l'utilisation de pesticides des 2/3, ce qui est tout à fait en cohérence avec la réglementation qu'on vous proposait. Et c'est en mai 2023 que notre réglementation finalement était mise à l'effet, donc on pouvait l'appliquer. Et parallèlement à ça, il y a eu des modifications qui ont été apportées au Code des pesticides, ce qui nous oblige maintenant à faire quelques petits ajustements réglementaires dans notre réglementation. Dans ces ajustements-là qui viennent du Code, c'est la couleur des affichettes. Le Code de gestion des pesticides va exiger, à compter du 6 juin 2025, que toutes les affichettes soient jaunes pour tous les pesticides. Donc, nous, on a vérifié, puis on n'a pas le choix de s'harmoniser avec le Code sur ce point-là. Ensuite, le deuxième point, ce n'est pas en lien avec le Code, c'est plus avec notre nouvelle réglementation. On s'est rendu compte qu'il y avait une précision qu'on devait venir apporter. C'était concernant le retrait manuel comme méthode alternative à l'utilisation de pesticides. On mentionne, entre autres, que comme méthode alternative, le retrait manuel est accepté, mais on veut préciser que c'est pour les végétaux seulement. On ne veut pas, en fait, que les entrepreneurs disent qu'ils vont faire du retrait manuel de verre blanc comme une méthode alternative. On peut difficilement croire que ce serait efficace. Ensuite, je continue vraiment avec le dossier du glyphosate. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ingrédient actif d'un pesticide qu'on connaît très bien sous le nom de Roundup. C'est un herbicide non sélectif, donc ça détruit tous les végétaux. On ne vient pas tuer seulement le pissenlit, c'est vraiment tous les végétaux. Pourquoi qu'on l'utilise comme usage domestique? C'est vraiment pour des raisons esthétiques. C'est parce qu'on veut désherber des trottoirs ou des entrées privées. C'est généralement les utilisations qu'on a en milieu urbain. Et compte tenu, on peut se questionner compte tenu qu'il y a des produits alternatifs qui sont quand même disponibles sur le marché et en vente libre. Et tout ça, c'est dans un contexte où le glyphosate a été déclaré cancérigène probable pour l'humain par le Centre international de recherche sur le cancer en 2015. La situation actuelle, c'est que à Sherbrooke, l'utilisation du glyphosate, dans le fond, elle est interdite, sauf une exception qu'on est venu apporter en 2023 pour les espèces exotiques envahissantes pour des raisons de menace à la biodiversité. Et c'est conditionnellement à l'obtention d'un permis temporaire qui est de 50 $ pour chaque traitement. Mais en contrepartie, on a quand même la vente du glyphosate qui est encore autorisée à Sherbrooke. Puis effectivement, comme on nous l'a déjà renoté, il y a une certaine incohérence dans le message.
Parmi les municipalités qui ont déjà réglementé la vente du glyphosate, on compte Montréal en 2021, Granby en 2023, Québec, Saint-Bruno et Gatineau l'ont fait aussi ce printemps en 2024. J'ai contacté des gens, des représentants de Montréal, Granby, Québec, Saint-Bruno, et dans l'ensemble, on m'a dit que ça avait été très bien comme adoption. Il n'y a pas eu aucune plainte, que ce soit des citoyens, même des commerces. Ça s'est très bien passé. Et c'est aussi quelque chose qui est quand même relativement facile à écrire comme réglementation. C'est seulement un article, puis je vous présente l'exemple de Granby, où on dit qu'il est interdit de vendre ou d'offrir en vente un pesticide dont l'ingrédient actif est le glyphosate. Puis il y a toujours un petit paragraphe qui se rajoute, qui diffère d'une municipalité à l'autre, mais qui dit que cette interdiction ne s'applique toutefois pas à un détenteur de permis de vente de catégorie A ou B1 prévu par le règlement des permis et certificats pour la vente et l'utilisation de pesticides. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est la vente en gros. Ça veut dire qu'un entrepreneur d'entretien de pesticides pourrait acheter quand même du glyphosate en grosse quantité, puis ça pourrait nous être utile. Ça peut être utile, entre autres, on utilise quand même du glyphosate dans les zones de transformateurs électriques ou pour des raisons de sécurité pour le personnel. On traite tous les végétaux, mais ça peut être aussi, comme je disais, pour les exceptions d'espèces exotiques envahissantes pour des raisons de biodiversité. Il y a quand même une ouverture, mais il n'y aurait plus de vente, il n'y a plus de vente au niveau domestique dans les commerces. La stratégie qu'on vous propose, c'est celle qui a été utilisée par l'ensemble des municipalités qu'on a contactées. C'est d'aviser les commerces dès l'adoption d'une nouvelle réglementation, puis de leur accorder quand même un délai de 3 à 6 mois, généralement un bon 6 mois, pour qu'ils puissent ajuster leurs achats à l'avance. On pourrait leur offrir un catalogue des produits qui sont touchés par l'interdiction. C'est plus facile pour eux, là, avec les images et tout, de dire, bon, c'est quel produit qu'on doit retirer des tablettes. On doit informer puis proposer des alternatives à la population. Et on visite sur une base annuelle les 10 à 15 commerces qui seraient touchés par la réglementation à Sherbrooke. Je vous lis la recommandation. C'est correct? Oui, je peux vous lire. C'est bon. C'est de mandater le service du greffe accompagné par le Bureau de l'environnement afin de modifier la réglementation sur l'utilisation extérieure des pesticides et des matières fertilisantes en y ajoutant l'interdiction de la vente du glyphosate pour usage domestique et en y effectuant d'autres modifications mineures visant à s'harmoniser au Code de gestion des pesticides et à clarifier les méthodes alternatives. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. On est heureux. Puis je pense que la population aussi va être contente parce que c'était beaucoup demandé, en fait, cette interdiction pour être cohérent. Je voulais juste préciser, dans le fond, quand vous avez dit on donne, tu sais, le glyphosate, il y a comme l'exception on donne des permis, mais c'est vraiment, la personne doit démontrer qu'elle a utilisé les méthodes alternatives quand on offre un permis. C'est ce qui est inscrit dans notre code. Oui, puis c'est vraiment une approche qui est beaucoup plus serrée. Là. Ils doivent venir demander, on va aller constater sur le terrain. Puis je vous dirais que depuis l'adoption en mai 2023, on n'a reçu aucune demande de permis temporaire. Parfait. Avez-vous, oui, monsieur Deneau? Merci beaucoup. Moi, je pense que ça répond à un des commentaires que j'avais amené lorsqu'on avait mis en application le règlement. Dans le sommaire décisionnel, on parle justement d'adapter des alternatives, puis aussi au point de vue communication. Puis je voyais déjà Mme Pelchat faire une vidéo sur YouTube là, pour nous dire quoi faire. Ça serait fort intéressant. On parle de visiter 10 à 15 commerces touchés par cette réglementation-là. Moi, je pense qu'il faudrait cibler, puis c'est pas pour faire des interventions musclées, là, mais c'est sûr que les grandes surfaces ne tiennent pas en stock pour la saison, mais un plus petit commerce, une ferronnerie du coin, tout ça, lui, commande son stock pour l'année au complet. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il va falloir travailler avec ces gens-là. Puis, je pense qu'ils ont commandé leurs choses convaincus à ce date-ci pour l'année prochaine. Ils ont fait ça sûrement de bonne foi, là. Puis, ils travaillaient à dire, ben, écoutez, puis je suis convaincu, peut-être, ça va venir même une denrée rare, là. Et l'autre chose, comment on va faire pour encadrer ça par la suite? Parce que les Amazones de ce monde, en périphérie de Sherbrooke, personne arrive de Montréal, va arrêter à Magog.
qu'est-ce qu'ils font les autres villes pour encadrer justement ce phénomène-là? Ils vivent avec ou? Ben, il y a une certaine acceptation, mais les gens disaient, comme à Montréal, c'est rare que les gens vont faire une longue distance pour aller chercher de glyphosate. Il y a quand même beaucoup de sensibilisation qui se fait. Il y a de moins en moins de gens qui utilisent le glyphosate aussi. Puis il y a aussi le fait que, comme il disait, plus il va y avoir de municipalités qui vont l'interdire, plus ça va être facile et plus ça va être cohérent. Ouais. Mais il y a comme une certaine, oui, il y a une brèche là, qu'on. Je pense que les gens ont évolué aussi, puis je pense aussi avec les reportages qu'on a vus sur l'impact sur la santé, là, pour surtout ceux qui l'appliquent, là, je pense que ça a été assez convaincant aussi. Oui, je dirais qu'on peut pas tout contrôler ce qui se passe dans toutes les municipalités, mais je trouve que ça envoie quand même un message fort à la population, le fait de dire, c'est ça, c'est cancérigène, on ne veut plus en vendre sur le territoire. Fait que déjà, tu sais, puis c'est en cohérence avec le fait qu'on ne peut pas l'appliquer. Donc, parce que, tu sais, avant, on ne pouvait pas l'appliquer, mais on le retrouvait au magasin. Fait que c'était un petit peu incohérent. Fait que c'est là qu'on voulait agir aujourd'hui. Monsieur Charon? Ça rejoint pas mal le questionnement de M. Deneau. En fait, je me demandais l'exigence à nos inspecteurs de vérifier. J'imagine que vous avez questionné ça dans les autres municipalités. Puis comme je pense que ça a déjà été répondu, ça a bien été. Ça n'a pas été demandé à nos services de s'impliquer beaucoup, là. C'est relativement rapide à visiter, 10 à 15 commerces, ça se fait en 1 ou 2 journées, là. Puis ensuite, toutes les municipalités nous ont dit que les citoyens sont d'une grande aide. Donc, c'est-à-dire que s'il y en voit, ils rapportent et puis ça nous permet vraiment d'aller agir rapidement, là. Puis j'imagine au point de vue communication, quand on donne 3-6 mois aux commerçants de s'adapter, j'imagine que la date de livraison de ce message-là doit être assez importante aussi, hein, soit, exemple, en fin de saison ou. Oui, souvent, la réglementation était adoptée en janvier. Fait que ça laissait quand même 6 mois. Puis les gens, les commerces avaient été avisés avant, mais parfois, ça a été plus tard, au printemps. Fait qu'il y a moyen, je pense, de s'adapter. s'adapter. Puis je sais, comme dans les grandes chaînes, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils reprenaient leur stock, puis ils les retournaient vers d'autres commerces de la chaîne dans d'autres municipalités où c'était encore permis. Mais oui, c'est ça. Oui, merci. Madame Boileau? Juste enfin, on va être cohérent, on lance un message fort, on n'en veut pas. Non seulement c'est interdit, mais en plus, on arrête de légaliser la vente finalement. Donc, je pense que c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Super. Effectivement. Et pour conclure, Madame Laroche? Tout a été pas mal dit, Madame la Présidente. Vous l'avez dit, tout le monde a rapporté. Moi, je suis très contente qu'on en vienne là. Je pense que c'est un grand message de cohérence. Puis l'aspect sensibilisation, ça nous permet de faire ce pas-là aussi, de bien sensibiliser autant sur les méthodes alternatives, mais comme on le disait, puis comme ça a été souligné, de dire les risques pour la santé. Je pense qu'avec ça, même si on ne peut pas contrôler malheureusement les autres municipalités, les gros commerces, on fait des pas dans la bonne direction, on sensibilise notre population. Puis moi, j'ai bon espoir que la population sera collaborative puis qu'on va éliminer ça tranquillement de nos pratiques. Mais tranquillement, même rapidement, on le souhaite. Madame Lefebvre, je ne vous oublie pas. Merci. Je ne répéterai pas non plus. Effectivement, je pense que les abeilles sont contentes aujourd'hui et autres bibites de la biodiversité, donc, et puis moi aussi, du coup. Mais j'avais quand même une petite question. Monsieur Charon l'a soulevé un petit peu, parce qu'effectivement, pour les grandes chaînes, ils ont d'autres commerces où ils peuvent refiler les stocks, mais on a quand même, tu sais, je pense à des petites ou moyennes pépinières ici qui ont ça en stock. Est-ce qu'on leur permet quand même d'écouler leur stock ou il n'y a pas de délai? Comment vous allez implanter ça correctement là? En tout cas, je ne sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va faire au cas par cas en fonction des commerces ou est-ce qu'on va trouver des arrangements avec eux ou suivant qu'ils puissent retourner à leur fournisseur ou pas là? Oui, je pense que dans un premier temps, on va peut-être faire quelques contacts pour savoir c'est quel moment c'est le préférable. Puis on va essayer de s'ajuster un petit peu à leur réalité, là, dépendamment
dépendamment de ce qu'ils vont faire, on va pouvoir ajuster l'échéancier. OK. Donc, ce n'est pas encore ferme et définitif, là. Il va y Non, avoir une flexibilité en fonction des réalités des uns et des autres. C'est ça que je comprends? c'est bien ça. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci, Mesdames Pelchat et Perron, pour les deux présentations. Je vais la lire pour être sûre de ne pas me faire ramener à l'ordre par le greffe. Alors, il est recommandé de mandater le service du greffe accompagné par le Bureau de l'environnement afin de modifier la réglementation sur l'utilisation extérieure des pesticides et des matières fertilisantes en y ajoutant l'interdiction de la vente de glyphosate pour usage domestique et en y effectuant d'autres modifications mineures visant à s'harmoniser au Code de gestion des pesticides et à clarifier les méthodes alternatives. Donc, on avait parlé tout à l'heure de quelques précisions, la fichette qui devient jaune. Donc, tout ça va être inclus dans la recommandation. Ça vous convient? Super. Alors, c'est ce qui clôt notre séance du 21 novembre 2024. Oui, non, j'ose pas vous dire Joyeux Noël tout de suite, mais il semble qu'on n'est pas prêt. Il en reste encore un petit bout. Mais on se revoit. La prochaine séance sera le 13 février 2025. Nous aurons de beaux dossiers à l'étude. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. À l'année prochaine.